Alors, vous avez toujours eu peur d'utiliser N8N à cause de son interface impressionnante qui peut sembler être très technique, ou vous avez toujours essayé de créer des workflows sur N8N et vous avez des erreurs sur erreurs parce que vous êtes débutant, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases nécessaires à savoir pour commencer par utiliser N8N. Je suis Mr. Opi, je développe des solutions IA et j'accompagne pas mal de personnes sur des projets IA, dont des projets liés aux automatisations N8N. Dans cette vidéo, concrètement, on va explorer ce qu'est concrètement N8N de base, quel type d'outil est N8N. Ensuite, on va explorer l'interface de N8N, les points clés, les fonctionnalités clés à retenir pour maîtriser l'interface de N8N. Et ensuite, on va enchaîner sur la base même, à savoir pour commencer par développer un workflow N8N. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi concrètement N8N? N8N, c'est tout simplement un outil d'automatisation comme Make et Zapier. La particularité de cet outil, c'est qu'elle est open source. Ça veut dire que vous pouvez l'installer en local sur votre PC et bidouiller le code, la customiser à votre manière. Mais pour faire cela, il faut quand même avoir des compétences techniques. Vu que N8N est open source, on a plusieurs variantes de N8N. On a N8N, la version cloud, qu'on va utiliser bien évidemment dans cette vidéo. C'est la version SaaS, on va dire, de N8N qui est hébergée en ligne, pour lequel vous allez payer 20 € par mois. Hein, voilà, dans la formule starter pour débuter quand même, 20 € par mois pour l'utiliser. Grosso modo, c'est la version SaaS de N8N. Et après, on a le self-host, c'est-à-dire le N8N que vous pourrez installer en local sur votre PC ou sur le serveur que vous voulez. Ce qui est intéressant pour la confidentialité des données, bien évidemment, si vous avez des données sensibles que vous traitez dans votre projet, dans votre automatisation par exemple, ce serait beaucoup plus intéressant de l'avoir potentiellement en local ou sur un serveur dédié. Et en plus de cela, tu économises énormément, 0 €, voilà, pour l'exécution par mois, contrairement à la version cloud où tu paies 20 € par mois pour pouvoir utiliser donc le N8N, la version cloud. En plus de cela, tu peux rajouter toi-même tes propres plugins si tu as les compétences techniques pour le faire. Et donc, voilà, comme je le disais, les données restent chez vous. Et si on doit faire un comparatif entre N8N, la version cloud, et Make, c'est que la facturation côté N8N se fait par exécution de workflow, c'est-à-dire que lorsque vous exécutez un workflow ou une automatisation, vous êtes facturé pour l'exécution de cette automatisation, alors que sur Make, vous êtes facturé pour l'exécution d'un module, qu'ils appellent bien évidemment Ops. Donc ça veut dire que si dans une automatisation, tu as 50 modules qui doivent être exécutés, donc tu seras facturé 50 fois. Donc il est beaucoup plus avantageux d'aller sur N8N, qui propose quand même des tarifs concurrentiel à ce niveau. Donc grosso merdo pour cette partie, c'est que si vous avez un budget serré et que vous avez des compétences techniques, vous pouvez utiliser donc N8N self-host, c'est-à-dire le N8N que vous hébergez chez vous en local ou sur un serveur que vous maîtrisez bien. Ensuite, si vous êtes débutant et que vous avez de très petits besoins en termes d'automatisation, vous pouvez rester quand même sur Make, qui a quand même une interface qui te facilite la tâche. Maintenant, si vous avez un projet beaucoup plus complexe, vous pouvez aller sur N8N, la version cloud, si vous avez le budget avec, bien évidemment. Ok, là maintenant qu'on sait ce que c'est concrètement que N8N et comment se fait la facturation derrière, on va explorer bien évidemment son interface, les fonctionnalités clés à connaître lorsque tu arrives directement sur l'interface de N8N, la version cloud. Ok, lorsque vous allez vous connecter directement sur N8N, la version cloud, vous allez tomber sur cette interface, le dashboard, voilà, votre tableau de bord. Donc dans votre tableau de bord, donc vous avez donc un workspace, votre workspace, c'est votre environnement de travail en quelque sorte, c'est là que va se stocker en quelque sorte vos projets et vos différents workflows que vous allez créer sous N8N. Ensuite, la fonctionnalité la plus importante qui est assez importante à connaître ici, c'est au niveau de Manage. Donc lorsque vous allez dans Manage, en quelque sorte vous pouvez gérer votre abonnement, mais ce qui est important, c'est la version de N8N. Vous pouvez changer de version de N8N, ce que beaucoup de personnes oublient, parce que généralement N8N fait des mises à jour, mais ces mises à jour ne sont pas prises en compte automatiquement sur la version cloud. Donc s'il y a de nouveaux modules par exemple qui sont dispo sur N8N et que vous avez une ancienne version de N8N, il est possible que vous ne puissiez pas avoir accès à ce module, et donc ça peut engendrer des frustrations derrière et vous vous direz ok, je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à ce module là sur mon N8N. Là, c'est parce que vous n'avez pas changé de version. Donc il est important de venir quelquefois jeter un petit coup d'œil dans la partie N8N version pour pouvoir sélectionner la bonne version, la bonne version ou la version récente pour pouvoir avoir accès donc aux dernières mises à jour. Donc ce qui est très important. Après, les autres fonctionnalités ici, le time zone, les autres paramètres, je veux dire le time zone, voilà, les exécutions, etc. sont optionnels. Donc voilà, le plus important c'est la partie version. Vous venez là, vous sélectionnez la version que vous voulez ou qui match avec votre projet, parce qu'on peut être aussi dans un cas de figure où
les mises à jour, voilà, la dernière version de N8N que vous avez par exemple, n'est pas compatible avec le projet que vous avez livré peut-être il y a 3 ou 6 mois de cela. Donc vous pouvez rétrograder en termes de version pour pouvoir voilà, mieux exécuter votre workflow ou mieux réadapter votre workflow par exemple. Donc il y a aussi ce cas de figure. Donc voilà, on retourne sur le dashboard. Donc sur le dashboard, maintenant la partie, ce qui va nous intéresser ici, c'est bien sûr le workflow, parce que c'est là que va se faire la majeure partie du travail. Lorsque je clique par exemple sur Open, là maintenant, vous avez la liste de tous mes workflows, de tous les workflows que j'ai développés ici. Donc, ne prenez pas la vilaine habitude de garder voilà, le nom My Workflow 6, My Workflow 7, My Workflow 5, qui donnez des noms qui parlent véritablement lorsque vous développez un workflow ou lorsque vous êtes sur un projet. Donc, donnez des noms qui vous parlent. Ça va vous faciliter la maintenance après. Vous saurez immédiatement dans le titre quel workflow fait quoi dans votre projet. Vous avez la liste de votre workflow. Ensuite, vous avez un onglet Credentials. Les credentials, c'est la liste des connexions aux différents modules. Donc, si vous êtes connecté à Google Sheets, par exemple, voilà, le credential va s'enregistrer ici. Donc, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter par la suite pour pouvoir utiliser donc le Google Sheet. Et vous allez voir que si vous supprimez, par exemple, le credential ici, donc lorsque vous allez vouloir utiliser donc le Google Sheet dans un autre workflow que vous allez créer ici, il vous demandera bien évidemment de vous connecter à nouveau. Donc, c'est là qu'est stocké l'ensemble des connexions aux différents modules. Donc là, j'ai pas mal de connexions, Telegram, OpenAI, Grok, etc., etc. Donc voilà, je reviens sur la partie workflow. Donc, dans la partie exécution, vous avez l'historique des exécutions de vos différents workflows. Donc, ça peut vous aider éventuellement à assurer la maintenance des différents workflows sur votre projet, par exemple. Donc, vous pouvez voir voilà, quel workflow a planté. Donc, vous monitorez en quelque sorte l'exécution de votre workflow. Donc, ça vous aide à monitorer en quelque sorte ce qui se passe dans votre projet, dans vos différents workflows. Donc, on revient de la partie workflow. Donc, les workflows sont listés bien évidemment ici, mais les workflows aussi, vous pouvez les catégoriser, vous pouvez les organiser par projet. Ici, j'ai un projet par défaut ici qui s'appelle Personal. Après, j'ai créé un projet Party ici. Vous pouvez créer autant de projets que vous voulez. Donc, si je vais dans Personal, vous allez voir que j'ai la liste des projets Personal que j'ai ici. Et si je vais dans Party, vous allez voir la liste des différents workflows ou automatisations que j'ai dans la partie Party. Et vous allez voir que les credentials aussi sont séparés par projet. Par exemple, dans la partie dans mon projet Party ici, quand je vais dans credential, j'ai pas de credential disponible pour l'instant ici, j'ai pas d'exécution. Donc tout est séparé donc par projet. Donc vous pouvez organiser donc vos différents workflows par projet. OK. Si je clique par exemple sur un workflow, je tombe directement donc sur cette interface. Vous avez un exemple de workflow ici, ce qui va me permettre de vous expliquer comment se fait les automatisations donc sous N8N. Donc N8N fonctionne par nœud. Le nœud, pour vous expliquer, c'est là où va se faire toute la moulinette. En gros, sur N8N, c'est juste des données qui sont échangées par des nœuds. Une donnée quitte d'un nœud A pour aller vers un nœud B par exemple. Il doit quitter du nœud B pour aller vers un nœud C. Donc le nœud B va assurer la transformation de la donnée en provenance du nœud A et va fournir donc le bon output, la bonne sortie qui sera traitée dans le nœud C. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-le aussi comme voilà l'appareil digestif de l'homme. Donc entrée, sortie. Donc vous mangez quelque chose et donc le nœud c'est votre appareil digestif. Après votre sortie, vous savez où elle est littéralement. Voilà de manière imagée comment est-ce que cela fonctionne. Donc vous avez une entrée, une sortie et le nœud qui est le moteur qui travaille sur les différentes données. Et ce qu'on va explorer déjà dans un premier temps ici. Pour commencer, dans une automatisation, ce sont les variables. On a deux types de variables ici. On a les variables statiques et les variables dynamiques. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, par exemple, mon automatisation, si je vais par exemple sur ce nœud, vous allez remarquer que je me connecte très bien, tout se passe bien. Mais lorsque je vais par exemple ici, dans la partie document, juste ici, j'ai fixed et expression. Si je laisse à fixed, ça veut dire que ma variable ici, elle est statique. Et si je laisse à expression ici, ça veut dire que ma variable, elle est dynamique. Je vous montre, voilà, sur un nœud un peu plus parlant ici. Hein, vous allez voir que ici, j'ai mon JSON ici. Donc, avec les données, j'ai mes données en entrée. Donc, pensez toujours entrée, sortie. Et juste au milieu, c'est le nœud qui fait toute la moulinette. Donc, le nœud, ça sera voilà, un formulaire que vous allez remplir pour pouvoir configurer la transformation qui va être faite sur les données en entrée. Maintenant, en output, à vous de définir aussi comment est-ce que vous voulez, quelles sont les données que vous voulez avoir en output, par exemple, ici. Donc là, on va prendre l'exemple de texte, par exemple. Supposons que je veux traiter, par exemple, voilà, ça. Donc, je ramène les détails ici. Donc, quand je ramène détails ici, vous allez voir que le type de texte a changé en expression.
parce que j'importe une variable ici. Et donc, si je le garde à fixed ici, elle sera statique. Ok, pourquoi je dis qu'elle sera statique? Quand vous écrivez par exemple dans la partie fixed, je suis content, il va garder le je suis content. Mais si vous rajoutez par exemple ça, le JSON détail ici, il va garder le JSON détail avec les accolades ici. Il ne va pas prendre le contenu de la variable détail que vous avez importé ici. Il ne le prendra pas en compte. Lui, pour lui, ce que vous mettez ici, le JSON.détail, c'est textuellement cela que vous voulez qu'il traite. Alors que si vous allez dans la partie expression, il sait que vous mettez une variable et donc il va aller chercher la valeur de cette variable et juste là, vous allez voir le résultat ici. One box of peanut butter. Ici. Directement dans la partie expression. Donc voilà, variable fixe et variable dynamique. Très important à connaître. C'est l'une des bases de l'automatisation sous N8N. Donc, vous serez amené à manier donc ces différents types de variables dans pas mal d'automatisation. Donc, c'est très important de comprendre donc ce concept-là. Donc, on va explorer le JSON. Le JSON, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour la définition de JSON, c'est JavaScript Object Notation. Voilà, c'est pour structurer tout simplement les données. Et c'est le format utilisé pour échanger les données entre les nœuds sous N8N. Donc, vous allez dealer très souvent avec ce type de format sous N8N. Donc, si je vais par exemple dans mon nœud OpenAI, par exemple, vous allez remarquer que là, les données qui sont structurées ici, c'est bien beau, ça s'affiche bien, mais vous pouvez les retrouver en format JSON. Et le format JSON, c'est ce format-là. Tac. Voilà, row, order ID, customer ID, détail, status, delivery photo, tac. Donc voilà, ce sont des informations sur des livraisons. Voilà. Donc c'est comme ça que se présente le JSON. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de compétences techniques, ça peut paraître être impressionnant, mais je vais vous faire donc un petit cours rapide. Il y a pas mal de documentation en ligne qui vous explique concrètement comment est-ce que vous pouvez utiliser le JSON, comment est-ce que vous pouvez créer un JSON valide. Donc je vais vous faire un cours express sur le JSON. Donc vous pouvez aller donc sur ce site-là, JSON Links, qui vous permet littéralement donc de valider votre JSON, de voir si votre JSON est valide ou pas. Donc le JSON commence par donc des accolades. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez structurer vos données comme vous voulez. Supposons que, voilà, on veut le nom. Voilà, le nom de quelqu'un par exemple. Hein, on veut récupérer le nom de quelqu'un. On va dire Ropi, comme moi ici. Là, on va mettre prénom. On va mettre le prénom ici. Hop là. C'est 12 IA par exemple. Voilà. Tac. Donc, ce qu'on va faire, on va voir si ça, c'est un format valide pour un JSON. Vous allez voir que c'est pas valide. Tout de suite, tac, il me dit non, c'est pas un format valide. Pourquoi? Parce qu'il faut un séparateur sous votre JSON. Donc, le séparateur, c'est la virgule ici. Donc, vous avez le nom ici, le nom de la variable. Le nom de la variable doit être entre griffes, hein, c'est très important. Et ensuite, vous avez la valeur que vous attribuez donc à cette variable-là. Ici, le type de valeur qu'on attribue à notre variable nom ici, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'il est entre griffes ici. Donc, il n'y a pas que les chaînes de caractères comme type de données. Il y a les entiers, les décimales, il y a les booléens aussi comme type de données. Par exemple, là, si je viens ici et que je mets par exemple un simple sans les griffes, vous allez voir qu'il va considérer cela comme un entier. Et si je vais pour valider mon JSON, il me dit que mon JSON est valide. Tout de suite, directement. Mon JSON est valide. Si je veux insérer par exemple un nombre décimal, je fais 1.5, 1,5. Donc là, boum, je vais valider, mon JSON, il est valide. Donc, j'ai pas besoin de mettre une virgule ici. Par exemple, pour les décimales, beaucoup de personnes seront tentées à mettre des virgules. Pour les débutants que j'ai accompagnés, ils étaient souvent tentés de mettre des virgules sur les nombres décimaux. Les nombres décimaux ici. Vous allez voir que si vous mettez une virgule entre 1 et 5 ici, en supposant que vous voulez attribuer une décimale, vous allez voir que il y aura tout de suite une erreur. Parce que le séparateur de base du JSON, c'est une virgule. Si vous mettez une virgule au niveau de la décimale, il y a une petite ambiguïté ici. Donc, c'est le point pour la décimale. 1.5 ici, pour la décimale. Donc, si je revalide, tac, vous allez voir que c'est valide. À nouveau, valide. Et si j'ai mon 1.5 ici et que j'ajoute les griffes ici, il va considérer donc le 1.5 que j'ai mis comme une chaîne de caractères et non comme une décimale. C'est très important, les chaînes de caractères, c'est entre griffes. Et puis, voilà, les nombres, vous ne mettez pas de griffes. Voilà, tout simplement. Après, je vous ai parlé aussi des booléens. Pour les booléens,
attention, il y a true, le true, voilà. Le true, quand je mets par exemple true ici, ça veut dire que c'est vrai. La condition est vraie. Je peux mettre aussi false. Si je mets false, vous allez voir, c'est valide. Mais attention, parce que vous serez tenté peut-être parfois de mettre, voilà, un grand F ici. Voilà, une lettre majuscule au début du booléen ici. Vous allez voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Lorsque vous faites un false, par exemple, avec une lettre majuscule au début, vous devez tout mettre en minuscule quand il s'agit d'un booléen. Donc vous allez remarquer qu'ici, ça passe pas du tout. Donc mon JSON n'est pas valide, j'ai une erreur. Donc, si je change en false, minuscule, tout de suite, boum, ça marche. Donc il n'y a pas que, au fait, les booléens ou donc il n'y a pas que les booléens ou les chaînes de caractères ou les nombres comme type de données. Vous avez aussi les tableaux, les listes. Donc là, tac, pour un tableau par exemple, on va peut-être dire identité. Donc dans identité, qu'est-ce qu'on peut avoir dans identité? On peut se dire qu'on veut créer par exemple, voilà, un tableau de nom par exemple. Hein. Donc bon, on va pas dire identité, on va dire par exemple prénom. Avec S ici, on va se dire qu'on veut la liste des prénoms. On va mettre Marc par exemple, Rodrigue et Karl par exemple. On le met comme ça. Donc là, on est en face donc d'un tableau de string, un tableau de chaîne de caractères. Et donc vous pouvez faire un tableau aussi pour les nombres, pour les décimales et pour les booléens, comme vous voulez. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mixer tout ça. Donc vous pouvez faire un jeu, mixer tout ça. Vous pouvez par exemple créer, donc voilà, identité, un objet identité, donc une variable identité qui sera un objet, une sorte de JSON à l'intérieur d'un JSON, en quelque sorte. Donc là, boum, on a l'objet qu'on va créer. Et à l'intérieur de l'objet, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre encore à nouveau le nom. Voilà. Karl. Tac. Je vais le mettre là. Boum. Ensuite, côté prénom, vous pouvez ramener. Vous pouvez mettre donc le prénom ici. Tac. Robert. Mettre Robert ici. Tac. Donc voilà. Donc vous avez l'identité, le nom, le prénom. Voilà. Donc dans un autre objet. L'objet est représenté par, voilà, les accolades. Maintenant, le tableau ou la liste, elle est représentée par les crochets. Donc c'est très important. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de valider mon JSON. Vous allez voir que c'est valide. Mon JSON, il est valide. C'est un super site pour pouvoir valider vos JSON, pour tester donc la validation de vos JSON. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus et à vous intéresser là-dessus. Donc c'est un petit cours basique sur les JSON pour vous montrer comment est-ce que les JSON fonctionnent, comment est-ce que vous pouvez structurer donc les JSON. Donc c'est le format avec lequel vous allez le plus dealer ici. Donc voilà, tac, vous pouvez formater le JSON comme vous voulez. Donc vous allez voir que en entrée, c'est un JSON, en sortie, c'est un JSON généralement. Donc en entrée ici, on n'avait rien parce que c'est un trigger qu'on a ici. On reviendra un peu plus loin dans la vidéo sur les triggers qui font partie des nœuds les plus importants à connaître sous N8N ici. Donc là, boum, on a la petite moulinette ici en sortie, un JSON ici qui est formaté. Donc on revient sur ce nœud là. Donc voilà, je récapitule encore une fois le JSON. Le JSON soit commence par un crochet ou par une accolade. Donc le crochet, ça peut dire qu'on est en face d'une liste de quelque chose. Et là, littéralement, on est en face d'une liste d'objets. Les objets sont représentés par donc des accolades ici. Donc voilà. Donc le crochet veut dire que, ok, on est dans un tableau de quelque chose, mais on est dans un tableau de quoi? On est dans un tableau d'objets. On est dans un tableau d'objets et les objets, chaque objet est représenté par une accolade. Donc là, on a le premier objet ici. Ensuite, on a le deuxième objet ici. Et le troisième objet ici. Donc vous allez voir que c'est très structuré, donc c'est visuel, quoi. C'est visible tout de suite. Et donc à l'intérieur des objets, il y a toujours ce concept variable valeur. Variable valeur. Donc la variable ici c'est row number et la valeur ici c'est 2. Vous voyez que c'est un chiffre, il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de griffe, voilà, sur le chiffre. Donc c'est un entier ici directement. Donc pareil aussi pour order ID ici. Donc voilà, c'est un nombre, pas d'accolade, pas besoin d'accolade ici. Le customer ID par contre, il y a quand même quelques petites chaînes de caractères à l'intérieur mixées avec des nombres. Donc c'est une chaîne de caractères, donc il faut donc forcément donc mettre des griffes là-bas. Donc ce sont des chaînes de caractères. Donc voilà comment est-ce que cela fonctionne. Et donc j'efface cela. Donc lorsque je veux par exemple utiliser une donnée en entrée, par exemple pour un JSON ici,
je glisse, dépose généralement ici. Tac. Assurez-vous que vous êtes bien en expression. Parce que lorsque vous glissez, vous voulez utiliser une variable ici, switcher directement sur la partie expression. Parce que vous voulez utiliser donc quelque chose de dynamique. Vous voulez ici que le texte soit dynamique et qu'elle utilise donc des variables qui sont issues de votre JSON. Donc, vous switchez sur expression. Ne restez pas sur fixe. Très important. Lorsque je glisse, dépose par exemple row number ici, vous allez voir que il m'a mis $JSON.row number et il me met 2 ici. Et vous allez remarquer qu'il me met ici item 0 ici. Pourquoi il me met item 0 ici? Item ici, ça veut dire élément. Tu vois, en anglais, ça signifie élément. Donc, c'est très important aussi de comprendre l'anglais ici pour pouvoir l'utiliser. Donc, item, ça veut dire élément. Donc, l'élément 0, c'est mon premier élément dans ma liste ici. Vu que je suis dans un tableau ou dans une liste, voilà, mon premier élément, c'est ça. Tac. Et vu qu'on est dans un tableau, autre chose à comprendre ici, c'est que pour sélectionner le premier élément d'un tableau ou d'une liste, il faut mettre un 0. Donc, ça commence par un 0, pas par un 1. Donc, il faut faire la différence ici. Pour ceux qui sont habitués à programmer, à coder, ils comprennent cela. C'est la base de la programmation. Donc, si vous avez une certaine base en programmation, vous allez remarquer que sous N8N, ça sera beaucoup plus simple. Mais vous qui n'avez pas de base, il faut quand même aller chercher cette base, aller comprendre, avoir cette petite base-là pour pouvoir comprendre comment N8N fonctionne. Mais je vous donne quand même ces petites bases comme ça. Il y a pas mal de documentation en ligne que je vais mettre certainement dans la partie ressources dans l'onglet communauté. Et au passage, on a créé une communauté IA. Donc, n'hésitez pas à intégrer le lien. Il est en description. L'accès à la communauté est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à intégrer la communauté. Donc là, par exemple, on a notre 2 ici qui va sélectionner notre premier élément. Donc, il me dit, ça veut dire tout simplement, je sélectionne le premier élément et je vais chercher donc le row number ici du premier élément qui est 2. Maintenant, si je défile ici, je vais sur 1, ça veut dire que je vais sélectionner le troisième élément ici. Donc, le row number du troisième élément, c'est 3. Ainsi de suite, vu qu'on est dans un tableau. Donc, voilà. Donc, on a près de, on va dire, 7 éléments dans notre tableau ici. Donc, lorsque vous renseignez une variable ici, vous avez tout de suite voilà la valeur qui est affichée ici, le résultat qui est affiché ici, ce qui est intéressant. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, on va alimenter le prompt au fur et à mesure. Hein, voilà, la partie texte, c'est dédié au prompt. Donc on va voir un peu plus tard donc les différents modules, comment est-ce que vous pouvez utiliser donc les différents modules par la suite. Donc voilà pour les JSON. Je pense que c'est l'élément avec lequel vous allez le plus dealer dans vos différentes automatisations ici. Vous allez récupérer des variables dans une sortie, la mettre dans votre petite moulinette, dans votre nœud, la traiter, ensuite la fait sortir. Maintenant, on va enchaîner avec les nœuds. Les nœuds, quelques nœuds importants à savoir. Déjà, dans un premier temps, je vais revenir sur ma petite automatisation ici. Une automatisation, il est très important à savoir, c'est qu'une automatisation commence toujours par ce qu'on appelle un trigger. Quand vous avez un terme en anglais qui est utilisé, n'hésitez pas à aller voilà, voir la signification du terme. Ça va vous éclairer sur le fonctionnement ou ce à quoi sert voilà, ce concept-là. Donc, trigger, ça veut dire déclencheur. Donc, c'est quelque chose qui déclenche votre automatisation. Donc, pour ajouter des nœuds, c'est assez simple. Hein. Vous cliquez tout simplement ici. Donc, il y a un petit plus ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, le petit plus va vous ramener donc sur cette liste-là et les nœuds sont catégorisés. Il y a donc des nœuds Action in an App. Donc, si vous voulez donc intégrer des nœuds liés donc à des applications spécifiques, ça peut être Google Sheets, ça peut être voilà Telegram, WhatsApp, Notion, etc. Donc, vous allez sélectionner l'application que vous voulez ici. Il y a des nœuds qui sont spécialisés dans la transformation des données. Déjà, on va aller progressivement hein, avant d'arriver au trigger. Donc, dans la transformation des données. C'est-à-dire que quoi? Donc, si vous récupérez par exemple une variable d'un JSON et que vous voulez la transformer, la traiter avant de l'envoyer dans un autre nœud. Donc, ce sont ces différents nœuds que vous allez utiliser. Donc, le nœud run code qui vous permet tout simplement d'exécuter du code JavaScript et du code Python. Donc, si vous êtes très bon en Python, donc vous pouvez exécuter du code Python pour pouvoir traiter donc des données. Donc, il peut arriver qu'il y ait des nœuds qui ne font pas ce que vous recherchez en termes de fonctionnalité. Donc, vous pouvez créer vous-même votre propre fonction à vous et traiter la donnée comme vous voulez. Donc, il y a le date et le time. Donc, pour manier un peu la date et l'heure. Donc, il y a un module spécifique pour ça. Ça sera un module que vous serez amené à utiliser très souvent. Il vous permet de créer donc des variables. Vous pouvez créer des variables dans votre exécution, dans l'exécution de votre flow. Et vous pouvez mener des actions donc sur ces différentes variables. C'est un nœud que vous allez très souvent utiliser. On fera pas mal d'automatisation où vous verrez voilà l'utilisation de ce nœud. Filter, c'est pour filtrer.
Donc si vous avez envie de filtrer par exemple des éléments, donc vous pouvez utiliser donc le filter ici, donc limite, donc c'est pour limiter le nombre d'items par exemple que je veux traiter. Remove duplicate vous permet tout simplement de supprimer les éléments redondants dans dans vos données. Split out va subdiviser vos données. Si par exemple, comme dans notre cas de figure ici, c'est un tableau d'objets par exemple, et que vous voulez traiter les objets un par un, donc vous pouvez utiliser le split out qui va donc prendre donc les items de notre tableau un par un et les traiter séparément. Donc ça dépend du projet, de ce que vous voulez faire concrètement dans votre projet. Donc là on a le aggregate qui est le contraire du split out. Si vous avez plusieurs items en entrée, donc vous pouvez les agréger pour former voilà une seule structure de données que vous pouvez traiter après. Donc le merge aussi pareil. Summarize comporte plusieurs fonctions, donc vous pouvez faire la somme, la moyenne, récupérer le max. Donc après, il y a des modules qui vous permettent de convertir donc les données. Donc vous pouvez compresser, décompresser des données, convertir donc voilà des fichiers JSON en fichiers binaires par exemple. Donc vous avez la possibilité aussi d'éditer aussi des images, ce qui est très intéressant ici. Donc vous pouvez modifier des images, apporter des modifications sur une image si vous avez des images à traiter bien évidemment. Ici, c'est l'inverse de ce qu'on a vu un peu plus haut, convert to file, donc le JSON to binary data ici, c'est l'inverse. Donc vous prenez donc des données binaires et vous les convertissez en JSON ici. Ici, ça vous permet tout simplement de travailler avec du HTML. Donc on a le XML, si tu veux convertir donc des données en XML, donc libre choix à toi. Donc ça peut arriver, hein. Moi je l'ai très peu utilisé. Donc il y a des modules que vous allez très peu utiliser. Donc sort par exemple vous allez très souvent l'utiliser. Sort c'est pour réorganiser de manière ascendante ou descendante vos données par exemple, hein. Donc vous serez amené à l'utiliser. Donc les modules que vous allez le plus utiliser c'est le code, edit, fields vous allez très souvent l'utiliser, filter vous allez très souvent l'utiliser, limit aussi, split out aussi, aggregate, merge aussi, summarize aussi. Maintenant après parmi tous ces modules ici, généralement ce que vous allez le plus utiliser c'est la conversion du JSON en binary data potentiellement et le markdown, travailler avec le markdown. Donc voilà certains modules clés qui vont revenir très souvent dans votre automatisation. Et je trouve même qu'il y a certains modules même qui n'en valent pas la peine parce que je pense que le module AI Transform ici te permet littéralement de faire voilà pratiquement tout ce que te propose la plupart des modules ici, AI Transform. Donc voilà, si tu veux faire une transformation particulière ici et que tu n'as pas de compétences techniques, il suffit juste de prompter et la transformation se fait à côté. Donc c'est l'outil magique ici qui coiffe donc tous les autres modules ici. Donc après la transformation des données, il y a les flows, le flow. Donc le flow, vous pouvez filtrer donc des données dans votre flow par exemple, hein. Voilà, si j'ai 7 items ici qui arrivent au fait dans mon module OpenAI ici et que j'ai envie de filtrer, récupérer uniquement voilà les ordres ou les commandes qui ont un ID impair par exemple, je peux l'utiliser. Donc le if c'est pour les conditions. Donc si je suis en présence de telle condition, j'aimerais que tu ailles dans ce sens, sinon va dans ce sens. Donc c'est le if classique. Pour ceux qui ont l'habitude de coder, ils deal souvent avec le if. Donc le concept est le même. Ici loop over item, le loop c'est une boucle. Donc si tu veux faire un traitement en boucle sur les différents éléments d'un tableau par exemple qui a été soumis en JSON par exemple, tu peux l'utiliser. Donc le merge il est toujours présent ici, plus compare dataset. Ici par exemple le compare dataset c'est très intéressant comme module. Si tu as deux datasets qui sont pareils par exemple qui ont été traités différemment, donc tu as la possibilité d'utiliser ce module pour voir les changements qui ont été effectués donc sur ces datasets là. Donc c'est dans ce cas de figure que tu peux utiliser ce module là. Maintenant execute sub workflow. Donc le execute sub workflow te permet de faire appel à un autre workflow à l'intérieur de ton workflow ici. Vous allez voir, on va développer énormément de workflows donc sur la chaîne où vous allez avoir une mise en pratique quand même de ces différents workflows. Donc stop and error. Donc là, c'est pour gérer les erreurs. Si par exemple, tu es en présence d'une erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes le workflow, ou soit tu continues, ou soit tu lèves une exception derrière. Donc ensuite, on a le switch, et ensuite, on a le wait ici qui te permet de stopper ton automatisation pendant un certain laps de temps avant de continuer par la suite. Vous allez voir. Donc voilà pour la gestion des flows. Core, très important ici. Donc vous avez pas mal de modules ici, FTP, N8N, exécution de la data, mais les plus utilisés ici, c'est le webhook qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. On va pas tout aborder dans cette vidéo. Il y aura une deuxième partie que je vous explique un peu plus en détail certains modules comme le HTTP request, le webhook. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va voir la différence entre les deux.
comment est-ce que vous pouvez l'utiliser efficacement. Et vous allez remarquer qu'il y a certains modules qui se répètent, qui sont dans plusieurs catégories à la fois. Par exemple, dans le Flow, par exemple, vous allez retrouver des modules qui se retrouvent dans Data Transformation. Dans Core, par exemple, vous allez retrouver des modules qui se retrouvent dans Data Transformation, comme le module Code, par exemple. À part ça, il y a donc, voilà, la partie la plus intéressante qui est la plus utilisée en ce moment. Et N8N, elle est connue pour ça, pour ses modules IA qui sont assez efficaces. Donc, pour créer un agent IA, vous avez ce module-là que vous avez très souvent utilisé pour créer des conversations, des GPTs, analyser des images. Il y a le module OpenAI qui t'offre une palette d'autres sous-modules qui vont te permettre d'avancer assez rapidement. Et après, tu as d'autres modules qui vont te permettre d'effectuer des tâches spécifiques comme l'extraction des informations, l'analyse des sentiments, ce genre de choses. Donc, principalement, ces modules-là, vous allez très souvent les utiliser. Surtout le module AI Agent, c'est le plus utilisé en ce moment. Donc, on va voir tout cela dans la deuxième partie de cette vidéo. Et si vous avez des questions par rapport à cette première partie de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. OP. Peace out.